topo, une technique finalement relativement peu développée en France, mais dont on entend beaucoup parler, qui est la cryoanalgésie ou cryoneurolyse. Et nous verrons un petit peu les principes, concepts, les deux grosses indications actuellement en périopératoire. On pourra discuter éventuellement, même si ce n'est pas le sujet, de sa place dans différentes pathologies, notamment en rééducation. Et bien évidemment, on laissera la place d'abord à 20 minutes de présentation par présentateur, et on se laissera 20 minutes, une demi-heure en fin de présentation pour répondre aux différentes questions, si des questions se présentent. Cyril, non, excusez-moi, Thomas, si tu le veux bien, on va pouvoir commencer par toi, si tu es présent. Allez. Alors, j'essaie de voir si Thomas est connecté un instant. Alors, présentation. Thomas, tu m'entends? Oui. Est-ce que tu as la possibilité de mettre ton topo? Pas du tout. Alors, attends. Ah, non, ça, c'est juste le tour. D'accord. Tu veux que je mette mon topo en partage d'écran? Ouais, Je c'est peux. celui-ci peut-être? Ça, c'est la vidéo, mais ouais, voilà, c'est ça. Ok, alors Et c'est ça, bon. c'est. Tu y as accès ou pas du tout? Tu peux commander ou Attends. c'est moi qui avance les diapos? Bah, je préférais le faire, tant qu'à faire, Bien si si c'est tu as le possible. contrôle. Yes. Allez, on Attends, y va. bouge pas. Ok. Attends. Yes, c'est bon. J'ai les commandes. Ça va, tout fonctionne bien? Oui, je t'en prie, tu peux y aller. Ok. Bonjour à tous. Merci d'être là. J'ai pas entendu la présentation de Mourad, mais écoutez, je suis ravi d'être ici. Merci à Mourad pour l'invitation. J'ai la lourde tâche d'entamer cette soirée avec la partie la moins sexy, mais néanmoins intéressante d'aborder les principes et les mécanismes d'action de la cryo. Et puis, on finira sur une note plus légère sur une procédure standard en photo. On parle de cryoneurolyse, mais en fait, derrière la cryo, souvent on se limite à dire cryo, on ne sait pas trop ce qui se cache. Il y a plein de thérapies derrière la cryothérapie aujourd'hui, que ce soit en local ou en général. On fait même de la cryoablation pour les tumeurs, pour certaines tumeurs. Là, il y en a une image d'une tumeur rénale. Et nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est la cryoneurolyse. Alors, c'est une technique mini-invasive, comme la radiofréquence, mais cette fois-ci, c'est une technique à visée antalgique.
qui vient comme la radiofréquence appliquer donc une source physique, à savoir ici le froid, directement au contact d'un nerf périphérique, afin d'induire une lésion nerveuse qui va induire un bloc de conduction. Et c'est ce bloc de conduction donc, qui va permettre d'obtenir le soulagement recherché. Et c'est en fait la cryoanalgésie, c'est un très très vieux concept. On retrouve des traces de l'action du froid à visée antalgique déjà dans des textes assez anciens de textes de l'Égypte ancienne et chez Hippocrate qui traitait des plaies et la douleur de cette manière. Et au XVIIIe siècle, il y a un chirurgien célèbre de l'armée napoléonienne, le baron Larrey, qui est peut-être un des précurseurs qui a ouvert la voie de la médecine d'urgence et qui était un pro de l'amputation et qui, lui, rapportait déjà dans ses écrits l'analgésie par le froid en enveloppant les membres dans la neige pour pouvoir réaliser ces amputations. Mais il faut attendre 1961, donc début des années 60, pour voir la première sonde de cryoneurolyse, mais cette fois-ci chirurgicale, c'est avec de l'azote liquide. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait aujourd'hui. Et par contre, la première publication de l'utilisation d'une cryosonde au gaz, donc c'est vraiment ce qu'on utilise aujourd'hui en cryoneurolyse, c'est un papier célèbre, puisque c'est lui qui a ouvert la voie en 1976 par Lloyd. Et à l'époque, c'était un repérage uniquement par neurostimulation. Par la suite, la cryoneurolyse, elle a évolué. Initialement, c'était uniquement par abord direct du nerf, hein. Donc, c'est un abord chirurgical, une dissection nerveuse la plus soigneuse possible et une application directe en fait, de la sonde au contact du nerf en visu direct. Donc, ça limitait considérablement la portée de cette technique, ce qui a vraiment libéralisé et permis de s'y intéresser de nouveau avec ferveur. C'est déjà le développement de l'imagerie et des connaissances anatomiques. Donc, à la fois, on a de nouvelles cibles anatomiques, mais on a surtout de nouveaux outils mis au service de l'interventionnel, donc scanner, IRM et surtout écho pour nous. Et sur le plan technologique, les cryosondes ont énormément évolué. Et maintenant, on fait ces techniques en percutané, ce qui nous permet là d'aborder une multitude de cibles dans de multitudes d'indications et c'est en plein essor. Alors maintenant, le principe de la cryoneurolyse, c'est en examinant la sonde qu'on va le comprendre. En fait, aujourd'hui, la cryosonde, c'est un tube dans un tube. Il y a un gaz à très très forte pression, à 50 bars, hein, qui est acheminé dans le tube le plus petit, qui est libéré au niveau d'un tout petit anneau qui fait 2 microns de diamètre et qui va donc libérer un gaz. On verra, hein, c'est soit du protoxyde d'azote, soit du CO2. Les 2 gaz de choix pour la cryosonde. Et ce gaz, lorsqu'il est libéré donc à l'extrémité de la sonde dans une chambre fermée à basse pression, en fait, le gaz, en arrivant dans cette chambre à basse pression, il va se dilater et en se dilatant de manière brutale, il va, selon l'effet de Joule-Thomson, il va se refroidir. Et donc, ce refroidissement va permettre la création d'une boule de glace autour de l'extrémité distale de cette sonde. Et donc, c'est le froid au contact, c'est comment dire, le froid généré au sein du tissu qui va provoquer cet effet antalgique par bloc de conduction. Alors, hop. On va rentrer un peu plus en détail dans les mécanismes d'action. Maintenant, va falloir comprendre que le degré de lésion qu'on va réussir à créer au niveau du neurone, il dépend de la température tissulaire. Et je vais revenir à des fondamentaux, des choses qu'on connaît, mais qu'on va se remettre en mémoire. C'est la structure d'un nerf. L'axone entouré de sa cellule de Schwann, il a également un tissu conjonctif qui l'entoure, c'est l'endonèvre. Les fascicules nerveux sont entourés par le périnèvre et l'ensemble est entouré par l'épinèvre. Ça, c'est important pour comprendre la suite.
parce que la lésion nerveuse périphérique a, a été classée de différentes manières. Il y a deux classifications qui sont vraiment importantes pour comprendre un peu comment les choses se passent, c'est celle de Sunderland et qu'on va voir tout de suite. C'est en fait, l'idée, c'est pour la cryoneurolyse, on va obtenir une lésion de second degré, c'est-à-dire un axonotmésis. C'est une lésion axonale sans toucher à l'endonèvre, au périnèvre et à l'épinèvre. C'est ce qui va permettre de, comment dire? C'est ce qui va permettre d'obtenir une lésion qui va être réversible, c'est-à-dire que il va y avoir une repousse neuronale, il y aura une dégénérescence valérienne et une repousse qui va se faire progressivement à raison de 1 à 2 millimètres par jour et c'est parce qu'on respecte, l'endonèvre, le périnèvre et l'épinèvre que les choses se passent ainsi. Parce que vous voyez que ça survient, entre -20 et -100 degrés. En dessous de -20 degrés, on a une simple neurapraxie, c'est-à-dire que ça va être une lésion qui va durer quelques jours, parfois quelques semaines, mais ça va pas du tout avoir l'effet thérapeutique voulu. Par contre, si on dépasse, enfin si on descend en dessous des -100 degrés, là, on va avoir des lésions irréversibles, et qui vont être dramatiques. C'est pas du tout ce que l'on cherche à obtenir, en tout cas en douleur. C'est ce qu'on va chercher à obtenir, en peut-être en cancéro, mais pas en douleur. Donc là, je vous ai remis un autre schéma pour que vous compreniez que, dans, la lésion de second degré, de Sunderland, c'est uniquement l'axone ici et la gaine de myéline qui sont lésées et c'est ce qui va permettre derrière la repousse. OK, c'est réversible, c'est, par la dégénérescence valérienne que se fera la lésion. La dégénérescence valérienne, je vous ai mis un schéma ici pour que vous voyez, c'est une lésion, voilà, qui va se faire en distalité. Donc on comprend, également que plus, la lésion va être proximale, donc et éloignée, de l'extrémité distale du nerf et plus on va mettre de temps à, comment dire? Plus on va mettre de temps à à ce que la repousse neuronale, à ce que la reconnexion se fasse et donc, plus la durée d'action va être importante. OK, donc vous avez compris, il faut qu'on soit en dessous de 20 degrés, de -20 degrés, sinon on fait rien et il faut qu'on soit, au-dessus de -100 degrés parce que sinon, on va faire des lésions irréversibles. Les 2 gaz qui remplissent, vraiment bien le rôle, c'est le protoxyde d'azote et le CO2 parce qu'ils ont un point d'ébullition, enfin, ils se solidifient en fait à, -88 degrés pour l'un et -78 degrés pour l'autre. Donc c'est parfait, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra jamais descendre en dessous de ce seuil et donc on est en sécurité. OK, donc ce bloc de conduction qui va être créé par, axonotmésis, il va durer plusieurs semaines à plusieurs mois en pratique clinique. La repousse de 1 à 2 millimètres par jour. Donc là, on comprend bien que l'idée, c'est pas d'aller léser des nerfs, avec des contingents moteurs, importants ou précieux, parce que sinon ça va être compliqué. On va se retrouver avec un bloc moteur, ou avec, des troubles proprioceptifs, qui peuvent être prolongés. C'est pas forcément intéressant en post-opératoire. Bien que, j'ai pu lire une étude pas si vieille que ça, où sur la chirurgie de l'épaule, ils avaient fait un bloc, enfin une neurolyse du nerf, enfin une cryoneurolyse du nerf suprascapulaire, en post-op d'une chirurgie, d'une arthroscopie d'épaule pour une réparation de coffre des rotateurs de souvenir et donc il y avait un vrai bloc moteur, qui récupérait, au bout de 3 semaines. Donc c'est exactement au moment où, la kiné devient active et un peu plus agressive et le bloc moteur, récupérait complètement. Moi, je ne m'amuserais pas personnellement à faire ça, mais en tout cas, ça existe et il y a des données, fondamentales, des études animales qui montrent que ce bloc moteur récupère complètement. Il n'y a aucune séquelle motrice, sur une cryoneurolyse de nerf mixte, en tout cas sur des études animales, hein. On peut pas,
en tirer des conclusions encore in vivo chez l'homme, mais c'est une donnée qui est intéressante. Les 2 facteurs prédominants ont déterminé la durée d'action, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la distance lésion aux branches terminales du nerf et la quantité de fibres nerveuses lésées. Et justement, pardon, hop. Eh bien, là, on va s'intéresser justement aux facteurs qui influencent la dimension de cette boule de glace et la température. Puisque ce sont ces 2 facteurs, hein, qui vont, nous permettre de déterminer, qui vont être en lien direct avec la quantité de fibres nerveuses lésées. Et il y a une très belle étude qui est sortie il y a 1 an, qui s'est intéressée à un maximum de facteurs, qui pouvaient intervenir dans la taille de cette lésion. Alors c'est une étude, attention, ex vivo, hein. Ils avaient pris 3 types de viandes différentes, porc, poulet et c'était pas du mouton, c'était du bœuf et différents types de sondes courbées, et 3 enfin bref, ils ont fait plein de le facteur majeur qui ressort de cette étude, c'est la largeur de la sonde. Voilà, c'est, entre par exemple une 18 gauge et une 14 gauge, on va augmenter le volume de la taille, le volume de la boule de, 512. Donc, clairement, c'est le choix le plus déterminant. Mais, moi, ce qui m'a surtout frappé dans cette étude, eh bien, c'est que, moi, je pensais que, et je pense comme beaucoup d'entre nous, moi, je pensais qu'il suffisait simplement de mettre, la lésion, enfin le nerf, dans la boule, de glace pour être sûr de faire mouche. Et en fait, ce que cette étude montre, c'est que, ben, c'est pas aussi simple que ça et que, cette boule de glace, alors en effet, ça veut dire qu'on est en dessous de 0, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément, en dessous de -20 °. Et clairement là, on a des belles surprises, à savoir que, par exemple, ils ont montré que 2 boules de même dimension pouvaient, présenter des températures différentes et qu'une boule de dimension supérieure pouvait présenter une température inférieure à la plus petite. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça en pratique clinique? C'est, eh bien, il va falloir faire comme avec la radiofréquence, il va falloir être le plus proche du nerf. Donc il va falloir être très précautionneux lorsqu'on va, mettre en place cette cryosonde. Il ne suffit pas simplement de se rassurer avec, une belle boule de glace qu'on va voir dans un instant, parce que c'est le gros avantage qu'on a avec l'écho. Il va falloir, qu'on soit vraiment très, très, très précis dans le positionnement de cette sonde. Donc bien évidemment, on se retrouve exactement comme avec la radiofréquence, la nécessité de placer la sonde le plus parallèle possible du nerf et surtout le plus proche du nerf. Hem, on a, également la possibilité de la placer en perpendiculaire, mais dans ces cas-là, il faut que, on soit il faut vraiment que comment dire? Que l'axe du nerf, soit, coupe, la partie active, hein, de l'extrémité distale. Sinon on passe à côté, hein. Si on vient juste se mettre, comme par exemple on pourrait faire avec une coulde, on a très, très peu ici, comment dire? De lésions en distalité, de l'extrémité distale. Donc, il faut vraiment qu'on soit, adjacent. Il faut vraiment que le nerf soit adjacent à l'extrémité, distale où va se former la boule de glace. Voilà. Alors maintenant, les paramètres que l'on peut régler sur le générateur, c'est surtout combien de temps est-ce que l'on va, devoir, tenir un cycle? Combien de cycles est-ce que l'on va faire? Pourquoi est-ce qu'on ferait plusieurs cycles? C'est simplement que quand on diminue quand on arrête, on fait une phase de dégel de 30 à 30 secondes, 1 minute et qu'on relance ensuite, la formation d'une nouvelle blouse, donc d'une nouvelle, boule de glace, donc lorsqu'on repart sur un deuxième cycle. Le deuxième cycle, au cours du deuxième cycle, la boule est plus grosse. Donc en fait, on a tout intérêt à faire peut-être 1, 2, 3, on n'en sait rien. En fait, pour tout vous dire, heu, on n'en sait absolument rien. Il y a rien dans la littérature qui nous permet de dire, qu'il faut faire 1, 2, 3 cycles, qu'il faut faire 1, 2, 3 minutes. On n'a aucune donnée valable sur la question. Alors ce que l'on fait, la plupart,
ce que font la plupart d'entre nous pour avoir une idée de ce qui se fait. Alors oui, c'est des cycles de 30 secondes à 2 minutes, c'est, entre chaque cycle, 30 secondes à 1 minute de dégel et puis 2 à 3 cycles. OK, bon, voilà. Le matériel utilisé, vous avez un générateur, vous avez bien évidemment, le gaz utilisé qui est soit du CO2, soit du protoxyde, d'azote. Vous avez, donc différents types de sondes pour les différentes applications cliniques et vous avez comment dire? Pour pouvoir repérer, le nerf ou en tout cas repérer, un contingent moteur, repérer un nerf sur une stimulation sensitive, vous utilisez, donc un neurostimulateur qui peut être intégré et avec donc une plaque en plus, une terre en plus pour pouvoir faire la neurostimulation. Hem, voilà, je vous ai mis des photos qui sont issues, comment dire? De vidéos qui sont en ligne sur le site de, Pain School International. Je vous invite à y aller parce qu'il y a pas que de la cryo là-bas, il y a, beaucoup de vidéos disponibles. Certes, elles sont payantes, mais voilà, pour ceux qui en ont les moyens, elles sont bien faites. Donc là, voilà une table standard, rien de particulier. On fait une anesthésie locale. Vous allez voir qu'on utilise un introducteur qui est un simple cathéter, veineux périphérique 14 gauge pour pouvoir, introduire la sonde. On fait un test de freezing, avant de démarrer la procédure et puis ensuite, on prend notre écho, on se met au repère. Là, c'est pour une comment dire? Une cryo d'épaule, mais la procédure est la même pour toutes. C'est, on met d'abord l'introducteur, ensuite on introduit la sonde par l'introducteur. Une fois qu'on est en place, on retire, si l'introducteur est trop enfoncé, on le retire un peu pour, évidemment ne pas gêner la formation de la boule. On fait une neurostimulation pour s'assurer qu'on est, suffisamment proche du nerf et pas, et qu'on n'englobe pas, un contingent moteur et le gros avantage de l'écho, c'est qu'on va pouvoir visualiser en direct la formation de notre boule de glace et ça, c'est quand même ça change complètement, la donne, comparé par exemple à ceux qui font de la radiofréquence où, on ne sait pas, exactement, quelle taille fait notre lésion, où est notre champ, électromagnétique. Là, on voit la boule. Alors avec la réserve que je vous ai, donnée tout à l'heure, à savoir que on sait où est la boule, on ne sait pas toujours où est le nerf, et en tout cas, surtout ce qu'on ne sait pas, c'est, quelle est la température et on est à peu près sûr en tout cas que, en périphérie de la boule, on n'est plus à des, températures thérapeutiques. Voilà une autre image issue d'une étude. Là, c'est la branche infrapatellaire du nerf saphène qui était visée et on voit quand même une très belle, boule de glace ici formée. Alors ici, c'est une vidéo, je vais juste vous la montrer, elle prend 30 secondes. Alors, docteur, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Normalement, vous pouvez partager votre écran ouais, depuis la plateforme, dans les alors, réglages en haut à droite normalement. ouais, je l'avais fait tout à l'heure en démo. Alors je vais essayer de retrouver, je vais reprendre simplement, bah, voilà, tiens ça va arriver normalement, voilà et maintenant alors où est-ce que c'était la présentation? Hem, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est dans les tools, partager le plein écran. Je pense que ça doit être ça. Oui, il me semble que c'est là. OK, Il y a fenêtre. le Voilà, téléchargement de c'est l'écran qui bon, a j'y suis. Allez-y. C'est bon, vous le voyez? heu, c'est bon. Voilà, donc c'était juste voilà pour que vous puissiez voir, comment se forme cette boule. On est à 2 minutes, enfin on est parti pour 2 minutes. Voilà. Au bout de 2 minutes, on va faire un dégel et vous voyez à la vitesse à laquelle ça la boule voilà disparaît et on est reparti pour le deuxième cycle. Et en fait, là, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence, mais la boule est vraiment bien plus volumineuse sur la deuxième. Voilà. Hem,
très 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 important. En pratique, je le dis un petit peu plus loin, mais quand on veut enlever, on n'enlève pas, on n'arrache pas la sonde. Ouais, vous voyez là, hop, voilà, il faut attendre un petit peu parce que sinon on risque de léser les tissus avoisinants avec la boule de glace qui est bien ancrée, qui attache un petit peu les tissus avoisinants. Donc il faut attendre quelques instants, attendre et voir on sent que la sonde peut se détacher, on peut la retirer. Voilà. J'ai perdu ma présentation. Je peux continuer sinon. Si c'est bon? Ouais, voilà, bon, je l'ai mis là. OK. Alors les contre-indications en dehors de celles de toute technique percutanée, bien sûr, hein, c'est infection, trouble de l'hémostase. Les spécifiques à la cryo, c'est le syndrome de Raynaud, la cryoglobulinémie, la cryofibrinogenite, mais et l'urticaire au froid. C'est pas fréquent, mais il faut quand même y penser. Les complications, alors, en dehors des douleurs localisées post-procédure, qui sont pas bien méchantes, moins embêtantes, en tout cas beaucoup moins embêtantes que lors d'une radiofréquence thermique. Les ecchymoses, c'est ce qui est le plus fréquemment retrouvé dans la littérature. Et puis, si bien évidemment vous êtes trop superficiel sur un supraorbitaire ou voilà, sur des lésions qui seraient trop superficielles ou un infrapatellaire, il peut y avoir des modifications de la pigmentation cutanée et au niveau de la face, une alopécie. Et la question des douleurs neuropathiques, ça c'est vraiment une question qui a freiné à un moment donné d'ailleurs le développement de cette technique. Il y a eu en fait deux études randomisées contrôlées. C'était péridurale versus cryo dans les années, je crois que c'était 2008 et 2011. Oui, bah, j'ai mis les références en bas. Et comment dire, avec une augmentation significative de l'incidence des douleurs neuropathiques du côté dans le bras cryo. C'était sur des thoracotomies. Et sauf que là, la cryo était réalisée en péropératoire par le chirurgien, après exposition des nerfs intercostaux. Donc il les expose vraiment, hein, c'est de la dissection anatomique. Donc il y a de la manipulation. Là, on sait très bien, on a des études précliniques qui le montrent clairement qu'il y a un risque de douleur neuropathique non négligeable. Et puis surtout, en pratique, on a une multitude d'autres études disponibles qui ne retrouvent pas de douleur neuropathique avec la cryo. Et en tout cas, pas de publication de douleur neuropathique après une cryo percutanée, jusqu'à ce jour. Donc, à garder dans sa besace, cette cryo-neurolyse, c'est une technique antalgique mini-invasive avec un profil à faible risque, qui est de réalisation aujourd'hui beaucoup plus aisée que ça n'a pu l'être, hein, grâce à l'écoguidage. On peut faire ça, alors il y en a aux États-Unis, ils font ça beaucoup en office, quoi, enfin, en dehors d'un bloc. On peut très bien faire une sédation, je pense que c'est tout à fait agréable de le faire avec une sédation, mais ce n'est pas non plus une obligation absolue. L'efficacité de cette technique, le bénéfice est immédiat, hein, contrairement à la radiofréquence où il faut attendre 1, 2, voire 3 semaines. Là, c'est une efficacité immédiate, une durée d'action qui est prolongée plusieurs mois. Ce qui fait de cette technique un outil vraiment intéressant dans la prise en charge multimodale, en particulier en post-opératoire, pas forcément limité à cette période, hein. On l'utilise de plus en plus en douleur chronique, mais en post-opératoire, c'est un outil qui peut être particulièrement intéressant. Et en tout cas, la cryoneurolyse, elle bénéficie d'un regain d'intérêt vraiment important ces dernières années. Il suffit de faire une étude sur PubMed par année pour se rendre compte que le nombre de publications est en train d'exploser. Donc c'est vraiment à suivre de près. Il y a beaucoup de choses qui vont continuer à sortir dans les prochains mois et les prochaines années. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, docteur. Merci Thomas pour cette présentation. On va passer à Cyril. Je tiens juste à rappeler aux participants que vous pouvez, sur la partie conversation, poser vos questions. Comme ça, on les reprendra et on y répondra à la fin des différents topos. À toi, Cyril, je t'en prie.
Bonsoir Mourad, bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, docteur. Parfait. Merci, je tiens à remercier donc le docteur Aissou pour l'invitation et puis en effet Gamida et Metron Cryoflex pour cette invitation. J'espère en effet que ça sera le premier topo d'une belle série et je remercie tout le monde qui est là parce que un match de l'équipe de France en même temps, alors a priori il ne se passe pas grand-chose, mais quand même la motivation compte. Moi, je vais vous parler de la gestion de la douleur par la cryoneurolyse en chirurgie prothétique. Et on va dérouler un petit peu ce topo ensemble pour savoir pourquoi on pourrait utiliser la cryoneurolyse et puis dans quelle situation, comment, et puis on va faire un peu tout ça ensemble en voyant les situations et identifiant les risques possibles en chirurgie prothétique. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi on aurait besoin de cette cryoneurolyse. La première réponse, c'est la chirurgie induit de la douleur, et ça, on est tous d'accord là-dessus. Il va y avoir, en fonction des chirurgies, différentes trajectoires douloureuses post-opératoires. En aigu, tout d'abord, et puisqu'on parle de chirurgie prothétique ou chirurgie arthroplastique, on sait qu'on va avoir des chirurgies très à risque de douleur post-opératoire en aigu, et avec des durées de douleur modérée à sévère prolongées. Et là, je vous mets l'exemple de la chirurgie du genou et l'exemple de la chirurgie de hanche à droite, qui n'ont pas du tout le même profil de trajectoire douloureuse en post-opératoire. La chirurgie de hanche, on va atteindre rapidement à partir de J3 des seuils de douleur plutôt faibles à modérés, inférieurs à 3 en moyenne, de N, alors qu'en chirurgie du genou, on sait qu'on va rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avec des douleurs modérées à sévères. Voici pour les trajectoires douloureuses en aigu en chirurgie prothétique. En trajectoire douloureuse chronique, ça va être un peu le même principe. On va avoir des chirurgies très à risque de douleur post-opératoire. Alors, on voit beaucoup de choses dans la littérature, 20 à 60% de douleur chronique post-opératoire en chirurgie arthroplastique de genou. Je vous ai pris ce que j'ai trouvé de plus récent sur une cohorte prospective en chirurgie, donc tout venant, et on retrouvait plutôt 20 à 30% de douleur chronique post-opératoire en chirurgie du genou à 3 mois versus 8% en chirurgie de hanche. Et donc, vous comprenez bien qu'on va se centrer principalement sur ce topo ensemble, sur de la chirurgie prothétique du genou, parce que c'est elle qui est une des grosses chirurgies prothétiques à risque de douleur post-opératoire. On pourra discuter de l'épaule dans les questions, on pourra discuter de la hanche, mais clairement, c'est le genou qui va être le plus inducteur de douleur chronique post-opératoire. Alors, la seconde question, c'est comment on va pouvoir identifier ces patients à risque de trajectoire douloureuse importante post-opératoire. Les recherchés, on connaît dans la littérature, c'est écrit, tous ces facteurs de risque à rechercher pour prédire une évolution vers une douleur transitionnelle et une douleur chronique. Les facteurs psychologiques, les facteurs démographiques, des facteurs liés à la douleur, l'antécédent d'avoir une douleur chronique post-chirurgicale, la consommation d'opioïdes préopératoires. Et puis, il va y avoir d'autres facteurs de risque, et notamment, encore une fois, la PTG, prothèse totale de genou, ressort comme un facteur de risque de douleur chronique post-opératoire. Alors très bien, on sait les rechercher, mais maintenant, il va falloir qu'on passe à la partie droite de la diapositive, c'est comment agir. On va pouvoir prédire chez certains patients le risque d'avoir une douleur aiguë importante et une douleur chronique post-opératoire. Mais maintenant, quels sont nos moyens pour agir? Quand on a rédigé le livre blanc de la douleur avec la SFAR et la SFETD, il y a une partie sur la douleur aiguë post-opératoire et puis on avait fait ce schéma avec les différents types d'anesthésie loco-régionale, avec les jours en bas et on voyait qu'on se sont arrêtés à J3 sur ce schéma, avec la seule chose qui permettait de couvrir jusqu'à cette zone de risque de rebond douloureux, donc jusqu'à plus de J3, c'était le cathéter périnerveux. Et en fait, la vraie question, c'est comment on va pouvoir agir plus longtemps. On a vu que la trajectoire douloureuse d'un genou, ça ne s'arrête pas à J3, mais ça continue. J7 dans le travail que je vous ai montré, mais probablement au-delà. Et donc, il faudrait une technique qui nous permette de couvrir, certes, cette zone de douleur aiguë post-opératoire et de risque de rebond douloureux, mais aussi la zone à risque de douleur transitionnelle, et enfin la zone à risque de douleur chronique. Et donc, on va se poser la question de quelle pourrait être cette technique. D'abord, on va se demander quels doivent être les avantages de cette technique, parce que c'est une technique qui doit durer longtemps,
Et donc, il va falloir qu'il n'y ait pas de bloc moteur avec cette technique. Parce que sinon, on risque d'avoir des chutes post-opératoires si on fait un bloc moteur total sur le genou. Il ne faut pas qu'il y ait de toxicité des anesthésiques locaux. Parce que si on perfuse des anesthésiques locaux pendant une longue durée, on s'expose à ces risques de mauvaise manipulation du cathéter, etc., etc. Puis je ne parle pas du risque d'infection. Il va falloir par contre que cette technique optimale, elle s'inscrive dans la durée. Thomas l'a très bien rappelé juste avant, il m'a fait une transition parfaite, c'est est-ce qu'il y a des techniques qui ressortent dans la littérature actuellement sur ce genre de sujet? Une des techniques, quand on fait PubMed de la littérature récente, et je vous en ai fait, je vous l'ai fait très récemment puisque je l'ai fait ce mois-ci, en juin 2024, sur la cryoneurolyse, il va y avoir de 1993 à 2024, 164 articles, donc 8 RCT. Et on voit, vous voyez la pente ascendante de ces dernières années, sur ces 10 dernières années, c'est là où il y a la majorité des articles qui sont sortis. Et quand on s'intéresse spécifiquement à cryoneurolyse et prothèse de genou, 11 articles depuis 2016, avec la majorité entre 2020 et 2024, et seulement un RCT. Donc, la cryoneurolyse pourrait être un des éléments de réponse. Il y a de plus en plus d'engouement pour cette technique, et on va voir pourquoi, à quel niveau, et là où il va nous falloir encore des réponses. Très bien, on parle de technique, mais ensuite, il va falloir parler de quelle cible on vise sur cette cryoneurolyse. Quand on a commencé à décrire la radiofréquence du genou et du coup potentiellement aussi la cryoneurolyse du genou, c'était simple, il y avait 3 cibles au niveau des géniculés, le supéromédial, l'inféromédial et le supérolatéral, et puis on faisait la branche infrapatellaire du nerf saphène pour les douleurs neuropathiques post-opératoires dans ce territoire. En fait, McCormick et Fonkwe, dans les années 2020-2021, ont montré que potentiellement ces cibles à viser pour l'analgésie du genou étaient beaucoup plus complexes que simplement ces 3 à 4 nerfs. En effet, il va falloir considérer sur certains cadrans la branche médiale du vaste intermédiaire et la branche du vaste médial pour le cadran supéromédial, la branche latérale du vaste intermédiaire et la branche du vaste latéral sur le cadran supérolatéral, et puis un cadran qu'on n'osait jamais attaquer, qui était le cadran inférolatéral, et ben on a la branche récurrente du fibulaire qui commence à apparaître comme une source intéressante. Pardon, le cadran inférolatéral, on n'osait jamais y aller parce que de peur des lésions au niveau du sciatique poplité externe. Et donc, on passe d'une cible, enfin de 3 ou 4 cibles, à plusieurs cibles possibles en radiofréquence pour l'analgésie post-opératoire du genou. Petites images pour vous montrer un peu ça et vous schématiser un peu ça. Ici, c'est ce qu'on fait sur un genou au niveau du cadran supéromédial et supérolatéral. Et donc, vous voyez les coupes transversales, longitudinales puis transversales au niveau du fémur de la partie médiale et la partie latérale. Et donc, les cibles qu'on identifiait avant comme les géniculés, qui sont en fait probablement les branches latérales du vaste intermédiaire et la branche médiale du vaste intermédiaire, ça va être des cibles qu'on va pouvoir aller traiter en cryoneurolyse. Et vous voyez ce que j'ai schématisé avec le petit ovale blanc, c'est l'ice ball, la boule de glace qu'on pourrait former à ce niveau. Quelles sont les autres cibles du coup? On a parlé de la branche infrapatellaire du nerf saphène, plutôt pour l'innervation de la partie médiale du genou et notamment la partie cutanée, avec des lésions qui peuvent être faites en péropératoire avec des douleurs neuropathiques post-opératoires, mais également une analgésie qui peut être dans la zone sur toute la partie cutanée sous-rotulienne et qui peut couvrir une partie de la chirurgie. On peut le prendre en susgonal, au-dessus du genou, entre le vaste médial et le sartorius, ou on peut le prendre en sous-gonal au niveau des branches. Et de la même façon, pour préparer au mieux une chirurgie prothétique du genou, on a une nouvelle branche qui est décrite depuis 2019-2020, la branche fémoro-cutanée antérieure, qui passe au niveau du tiers proximal et du tiers distal de jambe, au-dessus du sartorius, qui naît du nerf fémoral initialement et qui passe ensuite au-dessus du sartorius, avec des branches cutanées qui vont pouvoir faire dans la chirurgie prothétique du genou l'analgésie potentielle de la partie antéro-médiale du genou.
Donc, on a une technique qui pourrait être efficace, comme l'a dit Thomas, et il vous a présenté tous les avantages possibles de cette technique et comment on pouvait la réaliser. On a identifié, on sait qu'elle peut couvrir dans le temps cette période de douleur périopératoire, transitionnelle, enfin aiguë et transitionnelle. Et on a maintenant les cibles qu'on va pouvoir viser. Alors, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Il y en a certaines qui vont servir plutôt à l'analgésie en chirurgie prothétique du genou cutanée, la branche fémoro-cutanée antérieure, la branche infrapatellaire du SAPHEN. Et puis, il y a des zones qui vont servir plutôt à l'innervation profonde du genou, pour tout ce qui est innervation de capsule. Et donc ça va plutôt être les branches des nerfs géniculés et des branches latérales et médiales du vaste intermédiaire. Maintenant, la question qu'il va falloir se poser, on a la technique, on a les cibles, il va falloir se demander si c'est efficace et surtout s'il n'y a pas de risque de complications. Et c'est ce que je vais vous présenter un peu dans la deuxième partie du topo. Comme vous le disait Thomas et comme je vous le rappelais avant, il y a des choses qui commencent à sortir dans les 4-5 dernières années, et notamment en cryoneurolyse préopératoire en chirurgie du genou. C'était l'essai contrôlé randomisé dont je vous ai parlé, cryoneurolyse en préparation à la chirurgie, donc en préopératoire, 104 patients, 62 versus 62, et on s'intéressait vraiment qu'aux branches cutanées, fémoro-cutanées antérieures et infrapatellaire du SAPHEN. Alors l'infrapatellaire du SAPHEN, je dis que cutané, mais il y a une innervation de la capsule quand même. Mais c'était vraiment, on ne s'intéressait pas franchement à l'innervation profonde du genou. Et on préparait les patients à la chirurgie par cryoneurolyse, entre 3 et 5 jours préopératoires, et puis on faisait sur ces deux branches, et puis on les suivait en post-opératoire jusqu'à 3 mois. Effet positif sur la consommation morphinique périopératoire, avec notamment dans les 3 premiers jours une réduction significative de la consommation morphinique, plus significative à 2 semaines, et puis de nouveau significative à 6 semaines et à 3 mois. Et puis surtout, dans les scores de réhabilitation, on avait pareil, une différence significativement positive entre le groupe cryoneurolyse avec des scores de rééducation. Ici, c'était le code JR qui était utilisé, des scores de rééducation qui évoluaient plus favorablement dans le groupe cryoneurolyse. Alors certes, c'est statistiquement significatif. En revanche, cliniquement, on voit que l'impact dans cette population, elle était assez faible, avec moins de 10 mg d'équivalent morphinique en équivalent morphinique oral PEROS était éviter que ça soit à 72 heures, à 6 semaines ou à 3 mois. Et pareil, dans les scores de réhabilitation, on avait moins de 10% de différence entre les deux groupes. Donc on avait une différence qui était significative, mais cliniquement peu pertinente dans cet essai contrôlé randomisé. Ce n'est pas un essai contrôlé randomisé, mais une étude avant-après ce coup-ci, dans un centre qui, entre 2017 et 2021, avait inclus la cryoneurolyse dans son protocole d'analgésie périopératoire. C'est une étude intéressante parce que c'est une étude qui a un protocole d'analgésie en dehors de la cryoneurolyse qui est à peu près ce qu'on fait en France, c'est-à-dire paracétamol anti-inflammatoire en prémédication antalgique, paracétamol anti-inflammatoire systématique en post-opératoire, si besoin, alors utiliser des paliers comme du tramadol, et pareil de l'oxycontin, des morphiniques si besoin en post-opératoire. Les patients avaient un cathé au canal des adducteurs, et pour la capsule postérieure, ils avaient plutôt une infiltration chirurgicale. Mais on va dire que l'analgésie multimodale était plutôt bien utilisée, était bien faite dans cette technique. En 2017, ils n'avaient pas la cryoneurolyse, et 2019-2020, ils préparaient leurs patients avec cryoneurolyse préopératoire en chirurgie arthroplastique du genou. Ce qu'ils voient entre ces deux périodes, il y a 2 éléments intéressants. 1, une réduction de la consommation morphinique à l'hôpital de façon assez drastique, avec en gros sur 3 jours d'hospitalisation, une franche diminution, et notamment par jour, 47 mg de consommation morphinique dans un groupe versus 97 dans l'autre, ce qui est énorme, avec une réduction majeure. Et surtout, à l'heure où on s'intéresse énormément au parcours, une réduction de la durée de séjour périopératoire avec un passage de 2,5 jours, donc 2 jours et demi d'hospitalisation à 1 jour et demi en gros, donc réduction d'1 jour de durée de séjour hospitalier. Alors, je vous présente ça comme ça. Il y a plein de limites à cette étude, c'est un avant-après. 1, il faut savoir que entre-temps, il y a eu la crise des opioïdes, et donc clairement une prise de conscience
sur la nécessité de diminuer la prescription d'opioïdes périopératoire. Donc, est-ce que cette réduction d'opioïdes, elle est juste associée à une réduction de la douleur post-opératoire des patients, ou est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience de la part des médecins prescripteurs, puisque c'est une étude américaine. Et pareil, pour les parcours, on évolue de plus en plus vers une durée de séjour de plus en plus courte. Donc, est-ce que c'est juste un effet avant-après ou pas? On n'a pas la réponse là-dessus, mais en tout cas, c'est des signaux intéressants dans ces 2 études sur l'efficacité de la cryoneurolyse, probablement en périopératoire. Et c'est d'autant plus intéressant que ces 2 études, elles se sont intéressées que, encore une fois, celle-là aussi, sur la branche infrapatellaire du nerf saphène et le fémoro-cutané antérieur, et qu'elles ne sont pas allées s'intéresser à l'innervation de l'articulation du genou, l'innervation profonde. La deuxième question que je posais au début, c'était l'innocuité. Donc Thomas nous a parfaitement parlé de la dégénérescence valérienne, le maintien du tissu conjonctif et la dégénérescence de l'axone dans la classification de Sunderland qui correspond à l'axonotnésis. Certes, mais est-ce que dans la littérature, c'est retrouvé? Dans les papiers les plus récents là-dessus, donc il y a une méta-analyse, enfin il y a une revue systématique en 2023, et puis il y a ce papier précédent que je vous ai montré qui s'intéresse à l'avant-après. Et en fait, quand on s'intéresse dans tous ces groupes de patients aux données de safety, quand on va voir spécifiquement ce paragraphe-là, beaucoup de patients ont vécu des dysesthésies dans la zone traitée pendant quelques jours à quelques semaines post-opératoires, considérées comme tolérables pour les patients sans retentissement sur l'activité ou le sommeil. En revanche, il y a 2 patients qui ont eu des dysesthésies assez importantes et qui étaient toujours persistantes à 6 semaines post-opératoires, à 6 semaines post-traitement. Et donc, ça représentait 1,2% des patients. 6 semaines et 3 mois, ces dysesthésies étaient toujours présentes avec un impact sur leur qualité de vie. Donc, attention. Est-ce qu'il y a une innocuité totale? En tout cas, voilà, ce qui ressort dans les mesures de safety actuellement, c'est ça. C'est la seule donnée que je vous ai retrouvée, c'est le 1,2% de lésions possibles avec des dysesthésies gênantes pour les patients. Un autre cas, mais ça, c'est un case report qui est sorti sur un traitement, une cryoneurolyse pour gonarthrose, et un patient qui a eu une douleur post-opératoire, résolution totale de ses symptômes de douleur du genou. En revanche, douleur post-opératoire importante, post-cryoneurolyse importante. Et en fait, il consulte aux urgences, un examen est fait. Il y avait une zone de myonécrose qui s'est infectée, donc il y a eu un abcès. Ça a fait un abcès qui a été évacué chirurgicalement, et l'évolution a été favorable ensuite. L'efficacité, on en a parlé. L'innocuité, on en a parlé. Attention, méfiance sur ce 1% et sur quelques rares cas de complications qu'il ne faut pas négliger non plus. Maintenant, la faisabilité dans nos parcours. Mehdi va vous en parler juste après. Clairement, je vous ai décrit beaucoup de cibles. Non seulement les 2 cibles qu'on a vues là, mais en fait, je vous ai décrit aussi des cibles plus profondes. Et donc, si on fait le minimum, on va parler de 4 nerfs. Si on fait le maximum, on va parler d'au moins 8 nerfs. Thomas vous a montré la vidéo du l'ice ball et puis de la décongélation derrière. Allez, on compte 3 minutes par nerf environ si on fait une seule lésion. Si on en fait plusieurs plus, il faut compter 40 à 60 minutes par procédure. D'accord. Dans la littérature, il y a des cas qui sont décrits jusqu'à 98 minutes. Donc, on est à plus d'1 heure et demie de procédure. Clairement, ce n'est donc pas une technique qu'on va pouvoir proposer à tout le monde. Les questions qu'il va falloir se poser dans l'avenir, c'est pour qui? Pour quel patient on va faire ces techniques? Probablement pas pour toutes les prothèses de genoux, parce qu'on a un nombre de prothèses de genoux, une prévalence de l'arthroplastie de genou qui va augmenter dans les prochaines années. Et donc, si on le propose à tout le monde avec les durées, vous avez vu, de procédure, ça va être impossible. Quand on le propose, est-ce qu'on le propose en préopératoire chez un patient où on n'est pas sûr qu'il développe des douleurs aiguës, transitionnelles et chroniques post-opératoires, ou est-ce qu'il faut le proposer en post-opératoire? Et comment on le propose? Combien de cibles on fait? Est-ce qu'on fait que ces cibles superficielles? Est-ce qu'on fait l'innervation profonde du genou? Ça, c'est des questions vraiment où on va y avoir des réponses à chercher dans l'avenir. Ça tombe bien. Quand on regarde sur Clinical Trial, ça, c'est pareil, ça date il y a quelques semaines, quelques jours. Il y a 9 études en cours sur la cryoneurolyse dans l'arthroplastie de genou, et dont une
dès l'équipe de Mourad Aissou à Paul Tégine. Et donc, on espère pouvoir avoir ces réponses de la cryoneurolyse préopératoire en chirurgie du genou dans les prochains mois ou les prochaines années. En tout cas, des gens travaillent dessus et donc c'est en cours. On aura sûrement ces réponses bientôt. Je veux juste mettre encore une fois un bémol, et Thomas en a parlé. Ce n'est pas une technique qui est toute nouvelle. C'est une technique qui évolue depuis un certain temps avec une résurgence depuis 2016 et c'est ce qu'on voit dans la littérature. Mais en effet, c'était utilisé initialement en modèle de lésion douloureuse neuropathique animale dans les années 95. Et en effet, dans les années 2010, il y a eu des papiers sur des douleurs neuropathiques post-opératoires en chirurgie thoracique avec tous les éléments que Thomas vous a présentés. Mais voilà, c'est une technique qui est vraiment intéressante. Attention juste à l'innocuité et j'espère qu'on va apporter un petit peu plus de biscuits dans ces prochaines années là-dessus. Au total, c'est une technique interventionnelle qui est prometteuse dans la chirurgie arthroplastique. Elle préfigure une médecine périopératoire de demain. On a envie de couvrir toute cette période périopératoire qu'on n'arrive pas à couvrir et on arrive à identifier les patients. Et souvent, on n'arrive pas à bien couvrir leur devenir post-opératoire et c'est un peu frustrant parce que voilà, on a des gros warnings en consultation, mais ça ne se traduit pas forcément cliniquement dans le post-opératoire. Et donc, il va falloir qu'on trouve la bonne place de ces différentes techniques qui arrivent, dont la cryoneurolyse, à positionner au bon moment. Est-ce que certains devraient en bénéficier en préopératoire? Lesquels? Et c'est là la sélection des patients. En tout cas, ce qui est très intéressant et ce qui est notre place et notre rôle à tous, c'est de commencer à créer ces parcours et puis d'apporter des données sur l'innocuité et l'efficacité de cette technique et de ces techniques dans le préopératoire et dans le post-opératoire de nos patients. Je vous remercie et je passe la parole à Mehdi. Merci Cyril pour cette présentation. Avant d'introduire Mehdi, ce qui est intéressant en effet, c'est cette notion de parcours. Pourquoi? De plus en plus, ce qu'on constate, c'est qu'une prise en charge d'anesthésie à un moment donné n'arrive pas à régler la totalité des morbimortalités en périopératoire avec une technique d'anesthésie et que probablement que l'intégrer dans un parcours et en sélectionnant les malades, c'est là où on pourra avoir un bénéfice. Je rappelle juste que la morbidité la plus importante en anesthésie et en périopératoire, ça reste quand même la douleur, avec les conséquences qu'elles peuvent avoir, et qu'on a des patients de plus en plus âgés, avec de plus en plus de comorbidités, pour lesquels les médicaments sont limités, et c'est là où s'intègrent ces thérapies. L'autre chose que je trouve intéressante, c'est cette diapo où au final, on s'intéresse jusqu'à J3 et après J3, au final, on ne sait plus ce qui se passe. Si on reprend les études, finalement, c'est vrai qu'il y a certaines chirurgies qui sont très pourvoyeuses de douleur en périopératoire et au final dans le périopératoire immédiat. Et ce serait bien que les anesthésistes se saisissent de ça parce qu'ils connaissent les techniques, ils ont la possibilité de prendre en charge les malades. Et finalement, ce serait une certaine logique dans un parcours qu'on s'intéresse aux malades dès le préopératoire et jusqu'au post-opératoire immédiat entre 1 et 3 mois. Et c'est là où probablement ces techniques vont s'intégrer. On va laisser Mehdi répondre à la question au final de la chirurgie thoracique et on répondra aux questions après. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Mourad de m'avoir invité à cette présentation. Alors, répondre aux questions, je vais plutôt essayer de mettre un bémol et d'essayer d'apporter des éléments de réponse et des éléments de discussion parce que je suis très content de la présentation de mes collègues parce qu'on est au début d'une aventure, entre guillemets, même si elle ne date pas d'hier. Là, aujourd'hui, on arrive avec ces problématiques d'anesthésie et de douleur à croiser des intérêts, des prises en charge qui sont différentes et qui n'étaient pas forcément étudiées à l'époque, notamment dans la douleur transitionnelle dont tu parles, Mourad. Donc moi, là, je vais essayer ce soir, très humblement, de vous parler un petit peu de la gestion de la douleur en chirurgie thoracique, qui est un sujet que j'aime beaucoup, puisque j'ai fait beaucoup de thoracique à une époque, j'en fais un petit peu moins aujourd'hui. Mais j'exerce en tant qu'algologue au sein du cabinet Remède, et donc je vais éventuellement essayer de vous parler de ces techniques. Et je vois déjà des questions qui sont tout à fait intéressantes. Je vais essayer d'y répondre dans mon topo.
Donc moi, mon topo, il va s'articuler sur la douleur aiguë en chirurgie thoracique et sur la prévention de la douleur chronique. Donc il a fallu faire un rappel sur la chirurgie thoracique et sur les différentes prises en charge qu'on puisse avoir au niveau de la prise en charge de la douleur. Donc moi, j'ai des conflits d'intérêts avec le laboratoire Gamida, avec le laboratoire General Electric, et également Abbott. Donc effectivement, la chirurgie thoracique, on peut considérer que c'est un modèle expérimental de prise en charge de la douleur, puisque les lésions des nerfs intercostaux lors des prises en charge chirurgicales peuvent impacter fortement les patients, notamment pendant une thoracotomie, où on décrit parfois des douleurs de plus de 50% des patients à 1 an. La thoracoscopie, malgré les techniques moins invasives, reste encore très douloureuse, avec des patients qui peuvent quasiment être considérés comme étant à 30% de douleurs chroniques post-opératoires. Donc effectivement, il faut avoir des stratégies agressives en péropératoire pour prendre en charge ces différents patients. Pourquoi? Parce que le nerf intercostal qui est lésé et qui est nécessairement incisé lors d'une chirurgie thoracique est un nerf qu'on trouve à chaque étage, donc au niveau des nerfs des vertèbres thoraciques et au niveau des vertèbres lombaires. On va donc le voir ici au niveau des incisions chirurgicales, lors des thoracotomies, où on a des larges incisions chirurgicales. Au niveau des thoracoscopies, on a de plus petites incisions, mais on peut avoir des incisions à plusieurs niveaux, ce qui peut parfois rendre aussi des choses peut-être parfois plus compliquées, parce qu'on a l'incision d'une thoracotomie est une incision monométamérique, alors que l'incision sur une thoracoscopie est une incision multimétamérique. Et donc, on voit ce nerf intercostal qui va cheminer à plusieurs endroits, d'abord au niveau de la plèvre, au niveau de l'espace paravertébral entre les muscles intercostaux et la plèvre. Et ensuite, il va cheminer en postérieur pour donner des branches postérieures, des branches latérales qu'on pourra également bloquer lorsqu'on fait des blocs de parois, et au niveau des branches antérieures qui concernent plutôt la chirurgie cardiaque. Qu'est-ce qu'on a comme stratégie quand on veut faire de l'analgésie en chirurgie thoracique péri-opératoire? Une brève diapo pour nous rappeler que les techniques qui sont déjà référencées fonctionnent, mais encore faut-il les optimiser et avoir des protocoles et des parcours qui soient bien ficelés pour un meilleur bénéfice pour le patient dans sa prise en charge. Donc effectivement, la morphine et la PCA morphine restent utilisables et utilisées. L'analgésie multimodale intraveineuse, les infiltrations, qu'elles soient faites par le chirurgien ou par l'anesthésie des nerfs intercostaux en pré-incisionnel, les différents blocs de parois et les blocs intercostaux, la péridurale qui reste effectivement la technique de référence, et ensuite on a les blocs paravertébraux, et ensuite donc les blocs de parois qui représentent tout à fait une belle aventure en chirurgie thoracique, puisque ça fait quelques années qu'on nous en parlons. Je vais vous expliciter ça après. Donc les recommandations qui avaient été émises lors de la prise en charge en chirurgie thoracique favorisent clairement la prise en charge par l'anesthésie loco-régionale, que ce soit la péridurale, les blocs de parois, le bloc paravertébral apparaît également aussi dans les recommandations. Donc effectivement, pour la chirurgie thoracique en prise en charge aiguë, il faut au minimum avoir une anesthésie loco-régionale, qu'elle soit péridurale ou paravertébrale. La loco-régionale en chirurgie thoracique, bien évidemment, elle a un but de réhabilitation précoce post-opératoire. Elle permet de diminuer les douleurs chroniques post-opératoires liées à une moindre consommation en morphinique, encore qu'au niveau des études, ça n'est pas si évident que ça par rapport aux différentes séries qu'on peut rencontrer. Et l'idée, c'est d'améliorer la qualité de vie du patient en lui permettant une reprise rapide de ses activités quotidiennes. On va passer en revue quelques techniques d'analgésie assez rapidement. Donc la péridurale, effectivement, c'est une technique de contrôle de la douleur qui est la plus efficace dans les 3 jours au repos et en mouvement. Elle a de nombreuses vertus, dont le bloc sympathique et un effet d'épargne morphinique qui est tout à fait maximal, qui permet une reprise du transit plus rapide pour le patient. Un effet sur la cicatrisation, probablement par un effet anti-ischémique. Le problème de la péridurale, c'est qu'elle nécessite une médicalisation liée aux troubles urinaires, liés aux hypotensions artérielles potentielles. Néanmoins, en termes de complications, elles sont quand même plutôt exceptionnelles si on parle d'événements indésirables graves. Donc, dans la thoracotomie, on peut considérer que c'est encore le gold standard, sans aucune difficulté.
Le bloc paravertébral, c'est un bloc qui avait été décrit il y a très très longtemps par Pochet dans les années 20, dans les premiers livres de description anatomique. Néanmoins, il a été remis au goût du jour par Shibata en 2009, avec un abord décrit sous échographie qui permettait d'aller bloquer le nerf intercostal à la sortie du foramen thoracique, avec un nerf intercostal qui n'était pas forcément visible, mais qui était présent entre la plèvre et les muscles intercostaux. L'intérêt du bloc paravertébral, c'est qu'il offre un bloc unilatéral, donc il n'y aura pas l'effet hypotenseur du bloc sympathique bilatéral. La médicalisation par rapport à la surveillance urinaire semble simplifiée. La problématique du bloc paravertébral réside toujours sur le positionnement potentiel, pas forcément d'un bloc, mais d'un cathéter, puisque le cathéter, il avait été imaginé par Gamida Payunk, les cathéters en queue de cochon, les cathéters curl, qui permettaient de pouvoir positionner un cathéter au niveau de la chaîne latérovertébrale. Le seul problème du cathéter paravertébral, c'est le débit de perfusion. Il va falloir mettre beaucoup pour avoir plusieurs niveaux métamériques qui seront touchés. La migration du cathéter, parfois il y a des cathéters qui se retrouvent en péridurale, c'est d'ailleurs pour ça qu'avait été imaginé le cathéter curl. Le mode de perfusion, donc perfusion continue, en bolus, il semblerait selon les études que les bolus, plus on fait de bolus et mieux c'est pour le patient, puisqu'il y a forcément un effet déplissement entre guillemets, puisqu'on est quand même sur un bloc de paroi. Donc c'est le bloc paravertébral ainsi que la mise en place du cathéter sont des techniques utilisables, mais qui sont parfois difficiles à reproduire au quotidien, du fait de l'aspect technique déjà par rapport à l'abord sous échographie, et aussi par rapport aux limites que nous avons par rapport aux patients. Le débat sur le paravertébral, la péridurale, très rapidement, il faudrait faire plus d'études. Il y a toujours des hétérogénéités dans les différentes stratégies analgésiques. Il y a des biais de méthode qui sont très nombreux. C'est assez difficile d'avoir une supériorité d'une technique par rapport à l'autre. Tout ce qu'on peut dire, c'est que on aura encore besoin de beaucoup de temps et beaucoup d'études pour pouvoir trancher. Ces deux techniques offrent une épargne morphinique tout à fait intéressante. Donc, quand on essaie de mettre en place une des deux techniques et qu'on n'y arrive pas, c'est intéressant d'essayer l'autre technique. Maintenant, au niveau chirurgical, la chirurgie thoracique, elle a quand même bien évolué. Maintenant, on fait des lobectomies en ambulatoire, avec des gens qui partent avec leurs cassettes et leurs drains qui a enlevé assez rapidement. La douleur, via les effets d'épargne chirurgicaux, les infiltrations préopératoires, des plumes de orifices de trocar, des chirurgiens qui considèrent plus le nerf intercostal. On a quand même des chirurgies qui ont évolué et qui permettent aussi de mieux contrôler la douleur. Le robot aussi est apparu et a permis aussi d'avoir des gestes plus précis et moins invasifs. Donc nous, notre analgésie, elle a forcément évolué. Ça tombe bien parce que Raphaël Blanco, en 2012 et 2013, quand il a étudié le bloc interpectoral, puis le bloc serratus en 2013, nous a offert un début de champ des possibles plus intéressant grâce à l'apport de l'échographie, avec des blocs qui sont plus facilement réalisables, qui sont reproductibles et qui sont plutôt sécuritaires en termes de façon de réaliser, et qui ont un effet sur les douleurs aiguës. Sur la douleur chronique, ce sont des blocs qui sont apparus dans les années 2013-2014, donc il va falloir avoir du recul et des études plus importantes pour pouvoir vraiment se donner des datas solides. Néanmoins, aujourd'hui, on a plusieurs types de blocs qui vont permettre de bloquer toujours la même chose, c'est les branches perforantes des nerfs intercostaux, notamment la branche latérale et la branche postérieure qui nous intéressent en chirurgie thoracique, avec la branche latérale qui va être bloquée par le bloc du serratus ou le bloc du grand dentelé, et la branche postérieure qui sera bloquée par le bloc des érecteurs du rachis. Donc le bloc serratus apparu en 2013, l'idée c'est d'aller infiltrer soit à la face superficielle du muscle serratus et entre le muscle serratus et le muscle grand dorsal, ou à la face profonde du muscle serratus au niveau des côtes, et déposer un large volume d'anesthésique local, bien évidemment peu concentré, qui permet de pouvoir avoir une zone d'analgésie assez intéressante au niveau de la face latérale du thorax. C'est un bloc qui est sécuritaire. Les études qui ont été réalisées montrent qu'il est non inférieur au bloc paravertébral. Il est facile, donc en termes d'apprentissage, c'est très facile. Si on n'arrive pas à mettre une péridurale ou un bloc paravertébral, ce genre de bloc est effectivement très facile à réaliser. Par contre, sur la douleur chronique post-opératoire, on manque encore de base d'études solides. Sous échographie, il suffit de se déposer, soit on se met à la face superficielle du muscle serratus, soit à la face profonde. Ça nous donne une belle
une belle ligne d'approche pour apprendre nos techniques d'analgésie en douleur chronique. Le bloc des érecteurs du rachis, c'est un bloc que nous avions réalisé à l'époque quand on avait fait des études au laboratoire d'anatomie, qu'on n'avait pas appelé bloc des érecteurs du rachis avec mon collègue Cédric Rouet. On s'était dit, en fait, le problème du bloc serratus, c'est qu'on allait être un petit peu dans la ligne de champ chirurgical. Et donc, en étant un peu plus postérieur, on a changé de repère anatomique. Nous étions entre les muscles trapèzes, les muscles rhomboïdes et les processus transverses ou directement la côte. Et l'idée, c'était d'aller déposer un produit d'anesthésion locale au niveau de la face superficielle, la face profonde du muscle rhomboïde, juste au-dessus des côtes, avec des blocs de diffusion et bien évidemment des anesthésiques locaux très peu concentrés. Bien évidemment, ce type de bloc offre un profil sécuritaire intéressant. Il sera supérieur dans les études au bloc serratus. On peut mettre également un cathéter, mais avec des bolus ou une problématique des débits de perfusion entre le fond continu et le bolus. Et sur la douleur chronique post-opératoire, bien évidemment, nous manquons encore de data solides pour le positionner. Donc maintenant, la cryoneurolyse. Je suis très content de l'introduction de mes collègues de Doma et de Cyril, parce que c'est effectivement des techniques qui sont assez anciennes, mais qui ont été remises au goût du jour, liées au changement de générateur, liées au développement de l'échographie, liées au fait aussi que les spécialités autres s'intéressent à la prise en charge de la douleur de façon plus importante. Et donc l'idée, c'est d'aller déposer une ice ball, une boule de glace, au niveau d'un territoire qu'on pourrait supposer être le nerf intercostal. Bon, donc l'idée, c'est d'aller faire plusieurs cycles par nerf, avec des cycles qui prennent plusieurs minutes, donc ça prend quand même un certain temps en termes de faisabilité. Moi, ça m'embête. Je suis un peu embêté quand je vois les différents articles et les différents datas que j'ai pu parcourir, parce que il n'y en a pas un qui va vraiment être très précis sur où il faut déposer la boule de glace. Parce que quand on a fait les blocs des érecteurs du rachis et les blocs paravertébraux, on s'était quand même dit que probablement que le nerf intercostal, s'il était bloqué dans un espace qui est plutôt l'espace sus-pleural, si je puis me permettre, entre la membrane intercostale et la plèvre, avait probablement un profil plus efficace qu'un bloc qui était réalisé au niveau directement de la côte. Et là, vu la petite diapo que je vous ai mis, c'est un article qui a été fait par Ilfeld, que je vais vous mettre juste après. Nous avons donc une boule de glace qui va être déposée dans le cadran, entre guillemets, entre 4 heures et 5 heures par rapport à la côte, si on considère la côte comme étant une horloge, et donc dans son cadran un petit peu inférieur, sans forcément être au contact de la plèvre. Donc effectivement, une des seules études que j'ai trouvé qui était randomisée, qui montrait donc dans la mastectomie un effet de la cryoneurolyse en périopératoire et à distance sur 60 patients, associé à un protocole qui était réalisé par un cathéter paravertébral versus un cathéter paravertébral avec cryoneurolyse. On voit les scores de consommation en morphinique et les scores de douleur à distance qui sont diminués dans le groupe cryoneurolyse. Ensuite, j'ai regardé la littérature et j'ai vu des articles qui étaient plutôt des case reports chez des gens qui avaient des traumatismes costauds, des gens qui avaient eu des fractures, des gens qui avaient des thoracotomies. Et là, on voit des images, si on voit les images du haut, l'image du bas, qui sont un peu différentes en termes de visualisation de l'aiguille et de cible finalement de notre ice ball. Donc, on va avoir ici, dans l'article du haut, ce qui rapproche un petit peu de l'article de Ilfeld, avec la côte et finalement cette boule de glace qui va être déposée juste au-dessus de la plèvre, dans cet espace un petit peu confiné, tout près de la côte. Et après, il y aura des articles qui vont nous montrer l'aiguille qui va être positionnée plutôt sur la côte, avec la boule de glace qui sera aux alentours. Donc finalement, c'est assez intéressant parce que j'ai déjà vu une question pour la radiofréquence. La radiofréquence est plus précis en termes de positionnement d'aiguille, de ce que j'en ai l'impression. Là, j'ai l'impression que la boule de glace est un peu dispersée au gré de la machine. Donc, peut-être que si en plus on a un test clinique assez rapide, comme le disait Thomas tout à l'heure, on peut vraiment savoir si notre procédure a été efficace ou pas, quoi.
Donc ici, un article qui avait été fait par des radiologues, des images de scanners qui sont tout à fait intéressantes. Nous, avec un public essentiellement d'anesthésistes, là, on voit effectivement que l'échographie est quelque chose qui est tout à fait maîtrisé dans les blocs aujourd'hui, et notamment les blocs de parois. Mais cette technique-là, elle peut être utilisable, elle est utilisable par un public qui peut être effectivement assez large. Ici, un article, une belle étude aussi qui avait été réalisée sur des techniques de NUS. Donc le NUS, c'est les enfants, entre guillemets, les adolescents qui ont des pectus excavatum avec un abord intercostal bilatéral de petites incisions de chaque côté et une barre qui est mise en avant du thorax. Et donc on voyait une efficacité d'une cryoneurolyse associée à un bloc des érecteurs du rachis. J'avais déjà passé la question tout à l'heure dans les commentaires. Il semble licite quand même de faire une analgésie loco-régionale périopératoire, c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure, associée éventuellement à une technique de prévention de la douleur chronique post-opératoire telle que la cryoneurolyse. Ce serait, je pense, hasardeux de faire juste la cryoneurolyse sans technique d'anesthésie loco-régionale périopératoire, mais ça n'engage que moi, on n'a pas encore de recul suffisant. Ici, la cryoneurolyse, elle est faite aussi par les chirurgiens thoraciques, avec des injections et des boules de froid qui sont déposées à plusieurs niveaux et qui permettent donc d'avoir une prise en charge de la douleur intéressante. Donc les chirurgiens s'intéressent aussi largement à cette technique. Comme l'a fait Cyril, je me suis aussi intéressé un petit peu à Clinical Trial et aux différentes études qui sont réalisées aujourd'hui sur cette technique, notamment en chirurgie thoracique. On voit qu'elle intéresse pas mal de monde sur les traumatismes de côte et dans les techniques de NUS chez les enfants. Il y a une étude qui a été suspendue aussi, je n'ai pas réussi à regarder pourquoi, mais ça intéresse les gens et probablement que dans les mois qui viennent, on verra apparaître de jolis papiers sur cette technique. Finalement, moi, je veux bien demain commencer à en faire et je serai très heureux. La problématique, c'est qu'il va falloir déjà optimiser le péropératoire et le périopératoire. Et ça, clairement, l'anesthésie loco-régionale a toute sa place. Le problème aussi aujourd'hui, c'est qu'on a l'aspect médico-économique de toutes ces techniques que nous voulons introduire largement dans nos établissements. C'est le problème de référencement au niveau de la caisse, les consommables qui sont quand même assez coûteux. Il va falloir préciser un arbre décisionnel et intercaler ces techniques par rapport à un parcours et comment nous allons voir cette technique-là par rapport aux autres et qu'on ne pourra pas le proposer à tout le monde malheureusement et il va falloir bien sélectionner les patients. Qu'est-ce qu'on a comme place de ces techniques-là par rapport à la radiofréquence, qui est notre technique de lésion nerveuse ou plutôt de mise au repos de la réponse nerveuse en analgésie en douleur chronique. Après, qu'est-ce qu'on a aussi par rapport aux corticoïdes? Il y en a qui me poseront la question forcément de l'alcoolisation des nerfs. Par rapport aussi aux cathéters, les bons vieux cathéters périnerveux qui font aussi le job. Et après, effectivement, il y aura l'intérêt du public que nous allons former. Quelles seront les spécialités qui vont s'intéresser à ces techniques-là? Est-ce qu'il y aura des parcours, des prises en charge? Effectivement, on peut extrapoler par rapport au nerf intercostal, par rapport à la chirurgie thoracique, mais on pourrait très bien imaginer cette prise en charge-là dans la branche antérieure du nerf intercostal en chirurgie cardiaque. Et je pense que le champ des possibles est extrêmement large et on n'en est qu'au début. C'est une belle aventure que cette nouvelle technique. Et j'ai hâte de pouvoir en profiter un peu plus. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse mon adresse mail. Et voilà, merci pour votre participation en ce mois de juin, malgré le match de foot. Voilà. Alors, merci à tous et merci d'avoir été présents. Merci aux participants ainsi qu'aux orateurs. Nous allons maintenant passer d'abord aux questions. Je vais commencer par Thomas parce qu'il y a eu deux questions, notamment la première qui était quelle est la place de la cryoneurolyse par rapport aux autres techniques et notamment par rapport à la radiofréquence et voir un petit peu quel était ton avis sur le sujet. Thomas? Non. Attends, là je viens de réactiver ton micro, excuse-moi. Ton micro, ça va pas aller. C'est bon? Tu nous entends? Ça arrive. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Okay. Ça marche.
Alors, pour aller à l'essentiel, aujourd'hui, aucune donnée probante, même aucune donnée tout court, comparative. Il y a deux études dans Clinical Trials, deux études qui sont actuellement en cours. Je pense qu'ils vont bientôt terminer, une belge et une grecque, sur la radiofréquence et la cooled. Donc, c'est vraiment la radiofréquence qui crée les plus grosses lésions versus la cryo. Et il me semble que les deux, c'est sur le genou. On en attend beaucoup, évidemment, parce que c'est sûr que quand on regarde la boule de glace sous écho, on se dit waouh, c'est quand même très, très, très intéressant de pouvoir faire une aussi belle lésion avec les réserves que j'ai déjà évoquées sur l'efficacité, à savoir la température qu'on arrive à atteindre au sein de ces boules de glace, versus la cooled, qui est la plus grosse des lésions. Donc, grosso modo, on fait monter sur le ring on va dire, deux techniques qui pourraient se rapprocher en termes de taille de lésion. Après, est-ce qu'on fait mieux avec 80 degrés versus moins 80 degrés? Alors ça reste vraiment à démontrer. En termes de profil de risque, clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de données pour pouvoir dire la cryo, c'est vachement plus safe que la radiofréquence. Clairement pas. Même si c'est un argument qui a pu être évoqué dans certains papiers, mais sans données véritablement probantes. En particulier pour la radiofréquence, pour la cryo, il a avancé le fait que c'est garanti 0 névrome. Je grossis un peu le trait, mais c'est à peu près ça. Versus la radiofréquence qui en fait beaucoup. Paf, la radiofréquence, si vous regardez dans les études, il y a un cas clinique de névrome chez un jeune patient qui a eu 5 radiofréquences consécutives sur une branche médiale lombaire. Bon, on ne va pas aller bien loin avec ça. Donc, en clair, aujourd'hui, pour répondre à la question, rien ne nous permet de dire qu'il y a une technique qui prend le dessus sur l'autre. On n'a aucune donnée à se mettre sous la dent de ce côté-là. On peut juste sur le timing. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Je disais, si vous avez besoin d'une lésion, quelque chose qui soit de l'analgésie rapide, la cryo a le dessus. Et on sait que la radiofréquence, quand on fait de la lésionnelle, c'est 3 semaines, allez, 2 à 4 semaines au délai d'action. Donc ça, c'est le timing. Par contre, sur la durée, dans les quelques papiers aussi, c'est l'inverse. La cryo serait un peu plus courte en temps d'efficacité que la radiofréquence lésionnelle. Oui, tout à fait, Cyril. C'est vrai. C'est tout à fait juste. Je pense que le facteur temps, c'était la conclusion de mon topo, c'est-à-dire la place en périopératoire de la cryo. Moi, j'avoue, aujourd'hui, je fais de la radiofréquence quand j'estime que je dois utiliser une technique mini-invasive en périopératoire, mais demain, ce sera la cryo, alors, dans le cadre de protocoles et de parcours bien définis, mais je pense que la cryo a intuitivement une place plus appropriée dans ce contexte, pour les raisons qu'on a évoquées. Sur les mécanismes d'action que j'ai pu comprendre de la cryoneurolyse en analgésie, c'est qu'en fait, la première chose, elle crée un bloc de conduction parce qu'en fait, tu mettais du froid et donc tu empêchais une activité électrique. Et ensuite, tu as une dégénérescence valérienne. Finalement, le pic d'efficacité, on va dire le pic de dégénérescence valérienne, c'est entre 4 et 7 jours. Tu n'as pas une dégénérescence immédiate. Donc, en fait, finalement, tu as un effet analgésique immédiat, et il y a un bloc de conduction, et derrière apparaît une dégénérescence valérienne avec, sous 4 à 7 jours, finalement, un bloc de conduction maximal. Ça, c'est la première chose. C'est pour revenir sur la question de temporalité par rapport au périopératoire. Quand tu sais qu'une procédure, ça met 1 heure, en moyenne, imaginez faire ça en préopératoire immédiat, c'est-à-dire je convoque mon malade, je lui fais sa séance de cryoneurolyse et derrière, je l'amène au bloc opératoire. Je pense que c'est très compliqué à mettre en place.
C'est une des questions qui était posée, hein, c'est pour ça que je réponds à ça. Et moi, je pense qu'il faut vraiment l'intégrer dans un parcours, ce qui oblige à sélectionner les malades, les programmer, Ouais, au exactement. regard de la chirurgie que tu vas réaliser. Exactement. Les envisager dans le même temps. Oui, je suis d'accord avec toi, Mourad. Moi, c'est comme ça que je fais, en tout cas pour la radiofréquence aujourd'hui, et c'est comme ça que je le ferai demain pour la cryo. Donc Ça ne c'est peut pas se la première concevoir en chose. préopératoire immédiat. C'est pas Et la possible. deuxième chose, pour répondre à la question, est-ce que ça veut dire plus d'ALR? En fait, c'est techniquement pas possible, parce que quand tu fais une cryoneurolyse, déjà, tu l'as fait, toi, si tu regardes tes délais d'action, etc., moi, je le vois plutôt comme quelque chose qui est une continuité de l'anesthésie loco-régionale que tu vas associer, ou de l'analgésie multimodale que tu vas associer. Pourquoi? Parce que on prend le genou, tu vas faire un IPAC, ou tu vas faire une infiltration chirurgicale, tu vas faire un SAFEN interne, tu fais rarement les géniculés, ou éventuellement tu fais les géniculés, tu vois. Et donc, en fait, tu vas multiplier les ponctions d'anesthésie pour avoir un bénéfice analgésie opératoire. Et tu vas pas t'amuser à faire une cryoneurolyse du SAFEN interne dégéniculé, de ses branches cutanées antérieures, etc. À un moment donné, il va falloir que tu sélectionnes ce que tu fais en cryo. Et donc, et de la même façon pour les chirurgies thoraciques, quand tu fais un bloc paravertébral, tu ne t'intéresses pas qu'aux branches intercostales. Et la même chose pour le sein, quand tu fais un serratus, tu ne bloques pas les branches intercostales. Tu vois. Et donc, finalement, la cryoneurolyse s'intègre dans un parcours pour la prévention des douleurs chroniques, mais aussi pour gagner en termes d'analgésie au-delà de la couverture des anesthésiques, l'infiltration ou du cathé que tu vas installer, je pense. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois actuellement. Pour répondre à une des questions qui était posée chez les personnes, notamment est-ce qu'on fait plus de blocs paravertébraux, est-ce qu'on fait d'un bloc paravertébraux et on fait plus de blocs, on fait que ça? Non, je pense qu'au contraire, on associe une technique pour un bénéfice ultérieur, quoi. Cyril, deux questions qui étaient posées, c'était finalement quelle était la place dans l'épaule et dans la hanche? Ouais, alors j'ai vu la question de Julien. Dans l'épaule, alors tu disais en préopératoire, notamment pour éviter les risques de capsule post-op. Zéro data, il y a Ilfeld qui a publié en 2017 deux cas cliniques. Alors il les fait sur les branches mixtes et notamment du suprascap, donc avec le risque moteur. Et comme le disait Thomas, il y a une récupération dans les 3 semaines. Voilà, moi je pense que honnêtement, en tout cas pour ma pratique, et je conseille no way pour le moment, tant qu'on n'a pas plus de choses sur l'innocuité. Il faut savoir que sur l'étude qui a montré Mehdi dans la chirurgie thoracique et la chirurgie du sein, il avait aussi, quand on regarde sur le clinical trial qu'il a déposé, il avait aussi mis la chirurgie de l'épaule dedans. Et il a sorti 0 données dessus. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça s'est fini en 2022, son papier. Et il n'y a pas de données sur l'épaule, donc je ne sais pas si elles sont négatives ou pas. Et le dernier point, c'est qu'en effet, il y a les nouvelles cibles décrites en chirurgie d'épaule, donc plus distale, avec seulement les branches articulaires. Mais en même temps, ça va être encore, tu vas avoir au moins 3 nerfs à léser si tu veux faire de l'analgésie d'épaule. Et donc, c'est de la même façon. Il va falloir que ça rentre dans ton parcours, sélectionner tes patients, voir ceux qui peuvent le plus en bénéficier et après lancer cette technique. Mais encore une fois, ça reste à évaluer. Je n'ai pas de données là-dessus. Hanche, pareil. Niveau de données très très faible. Et il y avait Mehdi, il y avait la question au bloc paravertébral. Il y a eu la question de pourquoi contre-indication du réno. Thomas? Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Désolé, je n'ai fait que reprendre ce qui était rappelé dans une revue récente. Tout ce qui déclenche la maladie de Raynaud, c'est une vasoconstriction par le froid en l'occurrence. Mais là, voilà, j'ai pas lu d'explication sur pourquoi la maladie de Raynaud. Et est-ce que une radiofréquence du genou droit pourrait déclencher une maladie de Raynaud aux extrémités? Je n'en sais rien. Je n'ai rien lu d'autre que la revue qui m'a permis de. En fait, je pense que ça a été intégré, le réno, tu sais, comme pour les pathologies. En fait, quand tu prends cryo, souvent dans la revue de la littérature, tu ne prends pas que cryoneurolyse, tu prends aussi cryothérapie. Et finalement,
le réno est intégré dans la totalité de ces process. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été systématiquement, on a systématiquement exclu dans la littérature les patients avec un réno, alors que finalement, les datas du réno dans la cryoneurolyse, il n'y en a pas. Je pense que c'est plus quelque chose d'un peu plus large finalement. On a maintenant, pour terminer, quelques questions sur finalement les douleurs chroniques, notamment les douleurs pelviennes que j'ai vu passer, sur la capsulite. Est-ce que l'un d'entre vous a des datas sur le sujet? Sur le pelvis? Ouais, sur le pudendal, là que je vois. Ouais, exactement. Ouais, il y a Créo du pudendal. Il y a un article, encore une fois, qui est assez fou sur les résultats. Il divise de plus de 70 ou 80% des douleurs. Un peu comme la radiofréquence. Il y a un ou deux articles aussi du nord de l'Europe là-dessus. La radiofréquence pulsée, dans l'article, c'est 90% d'efficacité. Honnêtement, les données qu'on a, nous, dans la pratique clinique, c'est pas ça. Donc, je me méfie. Voilà. La deuxième chose, c'est la cryo sur le pudendal. Le pudendal est un nerf mixte aussi. Et donc, de la même façon que je dirais sur le suprascapulaire, pour l'instant, tant que je n'ai pas de données d'innocuité totale, en tout cas, pour l'instant, soit c'est rentré dans un registre, et OK, mais comme ça, j'irai pas en faire. Je sais qu'il y a des équipes qui le font. Pas assez de données d'innocuité. Et par contre, sur les douleurs neuropathiques, je voyais une question, c'est une des principales indications décrites de la cryo, hein, c'est le traitement de la douleur chronique neuropathique, périopératoire ou non d'ailleurs. Et donc on peut le faire, je ne sais plus où c'était cette question. Voilà, il y a eu par exemple la question sur les douleurs neuroposternières. Moi, j'ai quasiment arrêté la radiofréquence au profit de la cryoneurolyse finalement. Je trouve que les résultats sont plus rapidement efficaces avec des patients qui sont plus rapidement satisfaits. Et donc, ça, c'est une des réponses en tout cas qui est posée. Mourad, sur ce point-là, chez tes patients, tu as un recul de combien de temps? Là, on est à 6 mois, donc je vais attendre d'avoir une bonne année pour pouvoir en discuter. Mais c'était vraiment le bénéfice immédiat que je trouvais intéressant. Maintenant, j'attends de voir ce que ça donne sur le long terme. Mais sur le bénéfice immédiat, c'est clair qu'on avait des patients, tu leur faisais ça, nous, on les appelle dès le lendemain. Et souvent, avec la radiofréquence, comme on faisait une anesthésie locale, le jour même, ça allait, le lendemain, les douleurs revenaient. À 3 semaines, on commençait à avoir des bénéfices, mais tu avais une période de 1 à 3 semaines où ils ne comprenaient pas. Là, finalement, quand on le fait, le sentiment qu'on a, c'est efficace imméditement. Au final, il y a 2-3 jours où ils se posent des questions, mais ils ressentent moins. Il n'y a pas cet effet de j'ai pas eu mal et j'ai mal. Tu vois ce que je veux dire, même si tu as beau l'expliquer, quoi. Finalement, nous, on a repris pour les hernies ce qui se faisait pas mal en Suisse parce qu'on était parti là-bas et ils avaient abandonné la radiofréquence au profit de la cryoneurolyse sur les hernies. Et sur les quelques malades qu'on a, on trouve que c'est bien. Bon, en tout cas, on a un sentiment de meilleur service rendu, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, je tenais à remercier encore une fois l'ensemble des présentateurs et participants. Merci. En tout cas, cette présentation, il y a eu 44 personnes qui ont participé, il faut le savoir, dont quelques personnes qui viennent d'Algérie, de Tunisie. Donc, merci à nos confrères algériens et tunisiens. J'espère que c'est le début d'une aventure, qu'on pourra organiser une prochaine session d'ici une année avec un peu plus de réponses et un engouement toujours aussi intéressant pour la cryoneurolyse. Merci à vous encore et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous.